il dit n'importe quoi. Il y a un moment donné où il faut qu'il arrête de croire qu'il est en campagne présidentielle. D'abord, quand il y a des campagnes, il les fait pas. Et quand il est au pouvoir, il laisse croire qu'il est dans la campagne. Mais il arrête de croire qu'il est en campagne. Ça fait 2 mandats. Et dans les 2 mandats, il dit je vais faire un certain nombre de choses. Simplement, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que la politique qu'il mène est effectivement d'acheter la paix sociale par un silence. Double langage, double discours. Ça ne va pas durer. Ça n'est pas possible. La République ne tolérera pas. Nous serons impitoyables. La justice passera. Nous ne laisserons pas faire. Et puis dans la réalité, rien. Michel Onfray, vous dites que l'islamo-gauchisme est un fascisme. Expliquez-nous cette notion-là. Comment est-ce que vous pouvez penser ceci de l'islamo-gauchisme, qui est un fascisme, donc les chemises brunes, le nazisme, quoi? Alors, c'est l'erreur à ne pas commettre, c'est-à-dire à essentialiser un concept en estimant que le fascisme, c'est quoi d'ailleurs? Est-ce que Pétain était fasciste? Est-ce que Salazar était fasciste? Est-ce que Franco était fasciste? Hitler était-il fasciste? Est-ce que le national-socialisme est un fasciste? Donc on peut essentialiser aussi en disant c'est le fascisme, une espèce de F majuscule, une idée platonicienne. Non, ça bouge. C'est la même chose avec le totalitarisme. Quand on dit qu'il y a un totalitarisme aujourd'hui, on ne dit pas que c'est l'Union soviétique. On ne dit pas que c'est, je sais pas, la Grèce des colonels, par exemple. Moi, je ne suis pas platonicien, donc je ne crois pas qu'il y ait une espèce de concept de totalitarisme, de concept de fascisme. Le fascisme est anti-républicain. Il est antisémite. Il ne croit pas aux élections. Il refuse les résultats des élections. Il préfère la violence. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, là? Eh ben oui. Vous me faites ma conclusion, vous voulez que j'aille vite, mais, non, bien mais sûr, c'est-à-dire que quand vous prenez... limpide. Mais vous prenez la totalité de ce qui définit essentiellement les fascismes, dans ce qu'ils ont été différemment, ils ont tous ça en commun, avec un antisémitisme. Et je dis effectivement qu'il faut arrêter de croire que la gauche aurait été philosémite et que la droite aurait été antisémite sous prétexte que la gauche aurait été résistante et que la droite c'était le maréchal Pétain, etc., etc. Je rappelle quand même que le pacte germano-soviétique a lieu pendant 2 ans et que les communistes collaborent avec les nazis. Je rappelle que même très en amont, Diderot, Sade, espèce de parangon de vertu progressiste au XVIIIe siècle, Voltaire, sont des antisémites. Que le socialisme français du XIXe siècle est antisémite. Proudhon, Marx, un certain nombre d'autres, Blanqui, Marx, la question juive. La question juive de Marx lui-même, même des juifs antisémites. Et le logiciel, il est créé là, au XIXe siècle. Cette idée alors il y a eu des antisémitismes, hein. Il y a eu Jésus a été tué par les juifs, peuple déicide. Ça a duré un temps. Et puis il y a un deuxième temps de l'antisémitisme qui consiste à dire que les juifs, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le capital, etc. Et vous ajoutez, c'est Israël. Ce sont les États-Unis, et vous avez l'antisémitisme du XIXe siècle. Alors évidemment pas avec Israël, mais avec les États-Unis, mais le capitalisme et l'argent. On y est, en plein dedans. C'est-à-dire que vous avez des textes antisémites de Jaurès, ils sont terribles. Vous avez des textes antisémites de Thorez contre Léon Blum, ils sont terribles. Vous avez un passé antisémite chez Mitterrand. Mitterrand, on l'a quand même retrouvé, souvenez-vous du livre de Pierre Péan, dans des manifestations antisémites avant-guerre dans les années 30. Il a eu la Francisque, il se fait décorer de la Francisque, même du maréchal Pétain. Ce monsieur a écrit que la milice n'allait pas assez loin. J'ai écrit un livre qui s'appelle Vie parallèle, j'ai retrouvé des textes de Mitterrand dans cette époque-là, c'est terrible, il fait l'éloge de la milice. Pensez-vous que la gauche wokiste aujourd'hui ait demandé à ce qu'on débaptise la bibliothèque François Mitterrand? Mais c'est la même gauche pour vous, Michel Onfray? Cette gauche-là d'aujourd'hui, elle est révisionniste, elle est négationniste aussi? Eh bien, elle a des sympathies pour tous ces gens-là. Je continue en disant qu'effectivement, dans les années 70, on a Edwy Plenel qui estime que Septembre Noir, c'est tout à fait défendable. On a Jean-Paul Sartre qui nous dit que tout ça, c'est défendable. Et on a Mélenchon aujourd'hui, en héritier de tout ça, qui nous dit en gros capital, capitalisme, juif, sionisme, Israël, États-Unis, et puis les gens qui luttent contre ça, c'est la gauche. Eh ben non, on peut être de gauche, c'est mon cas, mais pas cette gauche-là. Je ne veux pas de cette gauche-là. Et il y a un moment donné où il faut dire que le fascisme, il n'est pas comme ça chez Mussolini nulle part ailleurs, et la plupart du temps c'est chez Adolf Hitler nulle part ailleurs. Je dis non, ça se manifeste autrement, et il y a aujourd'hui dans le wokisme, dans le décolonialisme, dans l'intersectionnalité, de l'intolérance, de la violence, de la façon la plus brutale. On interdit aux gens de parler, on a détruit 450 livres de François Hollande dans une université parce qu'on n'a pas voulu qu'il parle. Mais les autodafés, ça se passe où? Aujourd'hui en France, une question de... Est-ce que vous pensez que ça remonte à... Il y a certains historiens qui pensent que tout ça remonte à 1905, où à force d'avoir voulu chasser le christianisme et le catholicisme en France, eh bien, il y a eu le concept de laïcité qui d'ailleurs a été forgé exclusivement contre le catholicisme. Eh bien, ça a permis de faire émerger à la fois l'islamisme et puis le wokisme, donc l'idée de la déconstruction de tout.
Il faudrait qu'on ait le temps, mais je pense que quand Sartre écrit la critique de la raison dialectique, c'est un pavé que personne n'allume, il suffit d'avoir 2 ou 3 thèses et on les connaît, il parle de la contre-violence, en disant il y a une violence, puis une contre-violence, et cette contre-violence est légitime. Sous-entendu, vous avez le roi, Louis XVI est un personnage, un tyran abominable, etc., ce qui est par ailleurs totalement faux, et bien cette violence-là, elle rend possible la violence des sans-culottes, et cette contre-violence, elle est légitime. Prenez ce schéma-là, et vous dites Israël est le pays colonialiste, et les gens qui refusent le colonialisme sont des gens qui résistent. Vous voyez quand même les pudeurs des gens de la France insoumise pour dire qu'il s'agit de terrorisme. Ils veulent utiliser le mot résistant. Je rappelle simplement que la résistance, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais jamais la résistance n'a posé une bombe dans un cinéma pour tuer 3 officiers nazis, en tuant en même temps 50 personnes qui auraient été dans le cinéma. Il n'y a jamais eu de bavure chez les nazis, chez les résistants quand ils tuaient des nazis, des collaborateurs, des miliciens. Oui, d'accord, c'est-à-dire c'était vraiment des combats. Là, on a tué quoi ? Des femmes, des enfants, des personnes âgées, et des gens qui étaient juifs, du simple fait qu'ils étaient juifs, peut-être même des gens qui n'étaient pas juifs mais qui se trouvaient dans un kibbutz par exemple. Donc il y a un moment donné où il faut appeler les choses par leur nom et puis effectivement faire savoir que cette espèce de goût de la violence, cette espèce de crime contre l'humanité, c'en est un. Eh bien, tout ça, c'est une signature. Alors, si les gens commencent à comprendre ce que je dis depuis des années, la dangerosité des robespierristes d'aujourd'hui, alors évidemment, je me souviens de... J'ai oublié son nom d'ailleurs, l'ancien patron de Libération qui me disait mais où sont les guillotinés de Mélenchon? Eh bien, ils sont là, ils sont là-bas, les guillotinés de Mélenchon. Simplement, on peut parler métaphoriquement en disant que quelqu'un qui estime que le gouvernement par la terreur, la possibilité d'avoir des tribunaux d'exception, la possibilité de décapiter des gens, non pas parce qu'ils ont commis quelque chose de pas bien, mais parce qu'ils sont aristocrates, parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont prêtres. C'est ça quand même 1793. Justifier ça, c'est de dire, ben voilà, on va pas savoir on va pas chercher ce que vous avez fait, ce que vous êtes suffira pour qu'on vous décapite. Le résultat aujourd'hui, Michel Onfray, dans notre pays, c'est que les citoyens français de confession juive ne se sentent plus en sécurité. Ils disent avoir peur, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Il y a eu 500 actes de perturbation de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard dans les écoles, avec des phrases d'enfants de CP qui sont absolument stupéfiantes. Peut-être, Louis, je peux vous en lire une. Un enfant en CP, normalement, on a 6 ans. Si quelqu'un fête Noël, je le tue. Il a eu raison de le tuer. Et je vous en lis juste une seconde. CM1. C'est normal de se venger si on critique sa religion. C'est normal de tuer. CM1. Oui, enfin c'est surtout les parents de ces enfants qui mettent ça dans la tête des enfants. Quand vous êtes au CP, vous n'avez pas ce genre d'idée, si on ne vous les met pas dans la tête. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il est bien, Attal, quand il nous dit nous allons les signaler, on va les signaler et après, il va y avoir sur le bureau d'un juge tous ces signalements et on va faire quoi de ces enfants-là? Rappel à la loi et stage de citoyenneté. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement? Eh bien, recréer, par exemple, des écoles dans lesquelles il y aurait un peu de discipline. Moi, j'ai passé 4 ans dans un orphelinat, j'avais fait de mal à personne et j'ai été quelque temps. J'étais au service militaire dans l'infanterie de marine. J'ai été réformé pour des raisons de santé, pas des raisons de santé mentale. Je voulais faire mon service militaire. J'avais rien fait de mal, mais je vous assure que la discipline pendant le temps du service militaire, pendant les classes, eh bien, ça avait lieu et personne ne trouvait que ça ne devait pas avoir lieu. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir des internats dans lesquels, effectivement, on mettrait autre chose dans la tête de ces enfants que ce qu'on leur met. Simplement, il y a aussi toute une politique immigrationniste depuis des années qui fait que Le Pen avait pris la main sur cette question-là, donc la gauche n'a pas osé. Il y a eu un temps, Jean-Pierre Chevènement, qui lui a commencé à avancer un petit peu sur cette question. Quand il avait parlé je ne sais plus quel mot, il avait utilisé un mot d'horticulture, les sauvageons. Et il avait parlé des sauvageons, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu, notamment Bernard-Henri Lévy et quelques autres. Il avait qualifié ces gens-là de sauvageons. Vous avez vu où on en est aujourd'hui? Donc effectivement, on a rendu tout ça possible. Et il y a juste un moment donné où il faut demander des comptes. Quand Gérard Larcher s'en vient nous faire savoir que on a tous été responsables, mais bien sûr que non, il y a des gens qui sont pas responsables. C'était naïf, a-t-il dit. Oui, d'accord, enfin, naïf dans le genre, on n'a pas vu passer, quoi. Mais lui, il a été responsable, et d'autres. Il s'inclut dedans, d'ailleurs. Pardon? Il s'inclut dans la critique. Il peut bien, il aurait. Mais après, la critique est tellement large, effectivement, que ça dilue un peu la responsabilité personnelle. Si on fait un travail de généalogie plutôt que de moraliste, en disant, c'est pas bien, mais qu'on se demande d'où ça vient, pourquoi un enfant de CP, vous avez dit CP. Pourquoi un enfant de CP écrit-il une chose comme ça? Vous vous rendez compte? Et ça vient pas de nulle part, ça vient pas de son esprit en tout cas. On est entièrement d'accord que c'est dans la tête de cet enfant parce que ça y a été mis par des parents. Et si des parents ont pu leur mettre ça dans la tête, c'est qu'effectivement à l'école on ne leur a pas appris l'art de résister à ces choses-là, mais à 6 ans comment pouvez-vous? Mais un petit peu plus tard non plus, finalement, on est tolérant, on accepte, c'est vrai, finalement détestons
En ce moment même, une manifestation pro-palestinienne a lieu à Paris, place de la République. Interdite. Interdite, bien entendu. Il y aura beaucoup de monde, il y aura peut-être aussi des heurts avec la police. On a l'impression que le scénario se répète jour après jour. Il y a des alertes à la bombe tous les jours. Il faudrait qu'il y ait des heurts avec la police. Il y a des heurts avec la police quand vous êtes gilet jaune, mais quand vous êtes Black Bloc, il faut vraiment qu'ils aillent les chercher pour qu'il y ait des heurts, quoi. On va voir, mais je crois pas. S'il y a des heurts, c'est qu'effectivement, Macron donne un signe en disant, bon, je renonce à la paix sociale. Il ne veut pas renoncer à la paix sociale. Donc, il tolère, il laisse faire, il autorise, il va prélever 2-3 personnes. Et il y a des gens l'autre jour qui disent, oh, c'est une amende de 135 €. J'en ai rien à faire. Mais je pense même qu'il y a des riches personnages qui peuvent payer les amendes, comme il y a un riche personnage qui paye les amendes pour les femmes qui contreviennent à la loi sur le port du voile ou ce genre de choses. L'État est effondré, il n'y a plus d'autorité de l'État, il n'y a plus même de désir d'autorité. Les prisons, il faut les repenser. C'est pas normal qu'on y trouve des gens qui font des excès de vitesse, des petits consommateurs de drogue, des gros trafiquants, des gens qui sont des terroristes, etc. Il y a un moment donné où il faut sortir des gens de prison et il faut créer d'autres prisons dans lesquelles on recycle des gens, et puis socialement, et puis dans d'autres prisons, pour le coup, on a affaire à des gens qui sont d'un autre calibre. Des gens qui pensent qu'effectivement il faut détruire l'État d'Israël, c'est pas exactement la même chose que des gens qui ont conduit sous l'emprise de 5-6 verres d'alcool. Le climat de terreur qui règne aujourd'hui dans notre pays, les actes de terrorisme qu'on a vus à Arras, sont amenés à perdurer malheureusement. Ils illustrent les fractures de notre société. Mais bien sûr, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait vraiment un coup de tonnerre. Un vrai, c'est la guerre. Pas seulement parce que c'est le Covid, et puis de dire, je vais prendre des initiatives, je suis le chef de l'État, donc il n'est pas possible qu'un chef de l'État dans cette situation dispose d'une Assemblée nationale qui n'est pas à sa main. C'est pas possible. Il y a un moment donné, vous faites du bricolage, vous essayez de débaucher 2 ou 3 députés pour pouvoir avoir un vote à la marge et vous offrez à celui-ci quelque chose du genre, bon, si tu veux des subventions pour ton stade, on peut arranger ça, et puis tu votes pour moi, etc. C'est pas ça la démocratie. Il y a un moment donné, on a besoin d'un pouvoir fort, d'un chef d'État fort, d'une Assemblée nationale forte, avec la possibilité d'une Assemblée nationale qui aurait le sens de l'intérêt général, du bien public, de l'État français, et pas du tout des bricoles. En disant, ah mais nous, les Républicains, si dissout l'Assemblée nationale, on risque de perdre nos postes. Et alors, et la France? Non, que périsse la France, mais que nous gardions nos postes. C'est exactement la même chose avec Mélenchon, il faut garder les postes. Mais est-ce que vraiment la politique politicienne, c'est l'art de garder des postes, ou c'est l'art de gouverner la France? Si vraiment c'est l'art de gouverner la France, et si on a un chef d'État qui est vraiment un chef et qui est vraiment un chef d'État, ce qui n'est pas le cas de Macron, on reprend des initiatives fortes, on dissout l'Assemblée nationale, on refait des élections pour disposer d'une majorité, et si on n'a pas de majorité, on s'en va. Quand on n'est pas désiré, comme Macron, on s'en va. On laisse la place à des gens qui seraient désirés. Ça s'appelle la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pas le cas. On moque le peuple depuis des années, et d'un seul coup, une grande partie de ce peuple, qui est tolérant, qui est docile, qui est gentil, qui s'en prend plein la figure, qui accepte tout ça, qui a peur, qui se fait insulter, qui se fait mépriser. Tout à l'heure, je faisais savoir à quelqu'un qu'il y avait une file d'attente en attendant un taxi, je me suis fait insulter, j'ai dit, mais je vous dis juste qu'il y a une file d'attente, monsieur, voilà, c'était pas un viking, le monsieur. Eh bien, il y a un moment donné où on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les incivilités comme ça, il n'y a aucune crainte, aucune peur. Donc si on veut restaurer de l'autorité, je dis bien de l'autorité, pas de l'autoritarisme, pas question de faire l'éloge d'un régime dictatorial ou d'un putsch, mais juste de dire qu'à un moment donné, si on veut reconstituer de l'autorité à l'école, dans la rue d'une certaine manière, il y a des choses à faire, mais Macron est mal parti pour ça. Nous ne disposons plus depuis 1992 du moins d'une souveraineté qui nous permettrait de reprendre les choses en main. Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce soir sur CNews et sur Europe 1, le fétiche et la marchandise. Dernier